Je vais me permettre de commencer. Alors, je me présente encore une fois, Martin Normand, je suis directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier thématique. D'ailleurs, on termine aujourd'hui la série d'ateliers thématiques dans le cadre de la démarche des États généraux, un atelier qui va nous amener à faire une réflexion sur les engagements et les obligations mutuelles des gouvernements et des établissements en vue d'appuyer le secteur postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Et donc, comme pour les autres ateliers thématiques, l'événement d'aujourd'hui est divisé en 4 blocs. Un premier, où on aura des mots de bienvenue. On passera à une table ronde sur les engagements et les obligations mutuelles. Je vais vous expliquer le déroulement de cette table ronde-là, qui est un peu différent des autres tables rondes qu'on a organisées dans les derniers mois. On passera à la discussion en sous-groupe comme les dernières fois et on terminera avec une courte plénière pour rassembler les discussions qui auront eu lieu dans les sous-groupes. Alors, pour commencer, je voudrais donner la parole à Lynne Brouillette, présidente directrice générale de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. À toi, Lynne. Merci beaucoup, Martin. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Comme Martin le disait, on en est à notre 6e atelier, le dernier atelier de la démarche des États généraux. Il y a quand même toujours les forums citoyens. Il y en a eu un qui a déjà eu lieu. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Alain va y faire référence tantôt. Donc, je tiens à remercier aujourd'hui les fidèles qui ont été avec nous pour la majeure partie de notre démarche des États généraux. Et merci beaucoup pour votre engagement et le temps que vous prenez à venir débattre des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme mot de bienvenue, puis tantôt, je vais être sur le panel, donc je ne m'étendrai pas là, avec mon mot de bienvenue, mais je voulais rappeler que, comme vous le savez, que le partage, en vertu du partage des compétences entre les piliers du gouvernement au Canada, l'éducation postsecondaire relève des gouvernements provinciaux. Par contre, vous savez comme moi que le gouvernement fédéral joue un rôle très important et on va pouvoir en témoigner aujourd'hui au panel. Donc, c'est pour ça que les relations sont si importantes, les relations qu'on établit avec ces gouvernements-là, nous à la CUFC, mais chacun de nos membres qui établissent des relations avec leur gouvernement provincial respectif et le gouvernement fédéral également. Dans le cadre de ces relations-là, ça nous permet d'avoir des discussions pour parler des réalités qui sont particulières au secteur postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Ça nous permet de parler des enjeux, mais également de parler des solutions durables et c'est ce qu'on cherche dans toute cette démarche des États généraux. Et évidemment, la rencontre d'aujourd'hui va nous permettre de parler de bonnes pratiques et de conditions favorables. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne session et je laisse la parole à Martin. Merci beaucoup, Lynne. Et je passe la parole à Alain Dupuis, directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. À toi, Alain. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cet atelier thématique. Et comme vous le savez, les communautés francophones et acadiennes, on souhaite un secteur postsecondaire fort et innovant qui correspond à nos besoins et à nos aspirations. Et tous les paliers de gouvernement, de même que nos établissements, ont des responsabilités à cet égard. Donc, les communautés souhaitent un dialogue constructif qui puisse se poursuivre entre eux afin de trouver des solutions pérennes aux défis auxquels nos établissements et nos communautés font face. Pour la FCFA, il est clair que les mots d'ordre doivent être collaboration et complémentarité. C'est de cette manière qu'on créera, en combinant nos forces, une offre postsecondaire en français où tous et toutes peuvent trouver leur compte. Et donc, on invite tous les intervenants aujourd'hui à s'approprier le contenu des échanges pour miser sur de bonnes pratiques pour en arriver à notre objectif commun, c'est-à-dire un accès accru à des formations postsecondaires en français et ce, partout au pays. Donc, je vous souhaite un très beau panel de bonnes discussions en sous-groupe. Et à titre de rappel, Lynne faisait référence à cela, on a commencé une série de forums régionaux la semaine dernière. On a un excellent forum régional de l'Atlantique et ça se poursuit dans les prochains jours avec notre forum de l'Ouest canadien le 5 février, de l'Ontario le 15 février et du Nord le 23 février. Donc, j'espère vous y voir. Et encore une fois, bonne discussion aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Alain, pour ce mot d'ouverture.
On peut donc passer à notre table ronde d'aujourd'hui. Mais avant de passer à la table ronde, pardon, laissez-moi remercier encore une fois les 4 rapporteurs qui nous ont accompagnés durant toute la démarche. Vous le savez, les rapporteurs représentent des secteurs particuliers du milieu postsecondaire et auront un rôle à jouer dans le cadre du sommet qui s'en vient. Donc, je voudrais remercier Mélanie Quickla, qui est membre du conseil d'administration du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, Serge Quinté de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, Marguerite Tolgési de la Fédération de la jeunesse canadienne-française et Laura Pelletier de l'ACFAS. Merci beaucoup à vous 4 de nous accompagner dans cette démarche. Je veux aussi remercier tous nos partenaires de diffusion qui relaient nos messages, nos annonces afin de rejoindre un public le plus large possible et tous ceux et celles aussi qui ont participé à notre campagne On en parle dans les derniers mois. Cette campagne va s'étirer jusqu'au sommet, donc n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Une nouvelle capsule On en parle est disponible tous les lundis. Et j'en profite aussi pour remercier Patrimoine canadien pour son appui à notre démarche. Maintenant, on va passer à notre table ronde d'aujourd'hui. L'atelier du début janvier sur l'égalité réelle dans le secteur postsecondaire a mis de l'avant divers enjeux qui sont liés au financement du secteur postsecondaire. Donc, il va de soi que pour agir sur ce front, les divers paliers de gouvernement s'imposent comme des interlocuteurs clés. Les établissements postsecondaires doivent parfois naviguer à travers les institutions et les priorités gouvernementales pour bien faire connaître les réalités particulières du secteur postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Et donc, dans la continuité de l'atelier du 12 janvier dernier, il était donc important de prendre un temps d'arrêt pour réfléchir aux engagements et aux obligations des gouvernements, mais aussi des établissements, afin de voir comment les relations entre eux se sont établies avec le temps. Et donc, pour ce faire, on a conçu un atelier un peu différent des autres. C'est un atelier qui va s'articuler en 4 temps. Donc, dans un premier temps, Lynne Brouillette, PDG de la CUFC, et France Fortier, qui est directrice à la Direction générale des langues officielles de patrimoine canadien, vont discuter des liens qu'ils ont établis pour faire progresser les dossiers du postsecondaire au palier fédéral. Donc, merci et bienvenue à vous deux. Dans un second temps, Daniel Giroux, qui est président du Collège Boréal, et Marc Serré, député fédéral de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, vont discuter des liens qui peuvent être établis entre établissements et élus locaux. On aura un troisième bloc où Daniel Giroux va joindre à Francis Kazongo, directeur général du Collège Mathieu, et Pierre Zundel, PDG du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, où on va consacrer une discussion aux relations que ces établissements ont établies avec leurs gouvernements provinciaux respectifs. Et dans un dernier temps, on terminera cet atelier avec Frédéric Boilly, professeur titulaire et vice-doyen au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, qui va agir comme témoin de cette table ronde pour essayer de faire ressortir quelles sont les leçons transversales à tirer de ces échanges. Et donc, je vous remercie tous très chaleureusement de vous joindre à nous aujourd'hui pour cet atelier. Donc, commençons avec ce premier bloc. France, je vais vous donner la parole pour commencer. France, comme je le disais, vous êtes à Patrimoine canadien. Et donc, quelle place prend le secteur postsecondaire en contexte francophone minoritaire dans le travail de votre direction générale à Patrimoine canadien? Merci beaucoup, Martin. En fait, je vous dirais que l'éducation postsecondaire en milieu minoritaire au Canada fait partie inhérente des interventions de la DGLO en appui au développement et l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Je vous dirais depuis la genèse des programmes de langue officielle en enseignement du ministère. Je dirais du ministère du Patrimoine canadien, puis initialement du secrétariat d'État. Donc, on date de loin. Si vous me permettez, je vais juste lire une partie de la politique des paiements de transfert que je trouve très pertinente pour notre discussion, du moins sur l'appui de Patrimoine canadien. Il s'agit sur les paiements de transfert. On nous dit que les paiements de transfert constituent un instrument essentiel du gouvernement afin de mettre de l'avant ses vastes objectifs et priorités. Il favorise et sollicite la mobilisation de ressources et de compétences très diverses de l'extérieur du gouvernement fédéral qui facilite l'atteinte des buts du Canada et qui contribue à la construction d'une société forte et une nation compétitive à la fois inclusive et respectueuse des valeurs canadiennes et de la dualité linguistique. Bon, je pense que j'ai tout dit. Donc, Patrimoine canadien fournit des investissements dans le cadre de ses programmes d'appui aux langues officielles de portée
national, que ce soit interprovincial, régional, provincial, territorial, local. On finance différents types de projets à l'échelle du pays. Maintenant, on peut faire des investissements directement auprès des organismes sous la forme de subventions-contributions, mais aussi dans le cadre de projets qui sont menés par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les investissements sont faits par le truchement d'ententes de collaboration fédérale, provinciale, territoriale. C'est ainsi que je vous présenterai la place du secteur postsecondaire à Patrimoine canadien sous 3 principaux cadres de collaboration. D'abord, la collaboration intergouvernementale, la collaboration non gouvernementale et la collaboration multipartenaire, multipartite, si vous voulez. Alors d'abord, la collaboration intergouvernementale, je crois que les gens qui sont autour de la table la comprennent bien. Patrimoine canadien reconnaît que l'éducation relève de la compétence des provinces et territoires, mais nous avons le mandat d'encourager et aider ces provinces et territoires à dispenser un enseignement dans la langue de minorité et à tous les niveaux d'enseignement. C'est ainsi que Patrimoine canadien appuie financièrement les provinces et territoires par le truchement d'ententes cadres pluriannuelles. Et ces ententes touchent non seulement le primaire secondaire, mais aussi des collèges de langue française et des universités francophones et bilingues. Je dirais même depuis les premières ententes, et là on date de 1970-71, une partie des investissements du fédéral visait déjà à rendre accessible l'enseignement postsecondaire dans la langue minorité, que ce soit le soutien au système, que ce soit l'offre de programmes, la formation et le perfectionnement des enseignants. On fournissait même des bourses d'études pour les étudiants. Alors, les provinces et territoires, dans le cadre de leurs ententes, nous présentent des plans d'action et des plans d'action qui représentent leurs priorités, notamment en matière d'accès à l'enseignement postsecondaire. Alors que ce soit pour le maintien, le développement de la programmation collégiale universitaire, l'enrichissement et la mise à jour de programmes, l'ajout de nouveaux programmes dans différents domaines, que ce soit la mise à jour, la diffusion de ressources pédagogiques. En fait, the world is their oyster. Tout est possible en matière de financement dans le cadre de ces ententes avec les provinces et territoires. Mais ensuite, des fonds qui sont accordés en vertu de ces ententes, les provinces et les territoires peuvent aussi recevoir d'autres fonds pour répondre à des nouveaux besoins. Ça peut servir pour des projets ponctuels, pour répondre à des enjeux émergents, ponctuels, des initiatives de recrutement et de maintien des enseignants, même des projets liés aux infrastructures dans le réseau postsecondaire. Au fil des années, la PTCH a contribué au développement, à l'expansion des créations d'institutions, l'amélioration de l'accès à l'enseignement postsecondaire. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais pour vous guider, on a appuyé l'établissement du nouveau réseau de collèges de langue française en Ontario dans les années 90-2000. On était là aussi pour la construction de la faculté de droit de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. On a aussi appuyé la fusion du Collège de l'Acadie, l'Université Sainte-Anne, dans un seul établissement. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que Patrimoine canadien a appuyé le récent établissement de l'Université de l'Ontario français. Et j'en saute, évidemment. Je passerai à la deuxième composante, c'est la collaboration non gouvernementale. Elle se décline dans 2 types de mécanismes de financement, tant pour le financement de programmation des organismes que le financement de projets. Et pour Patrimoine canadien, appuyer la programmation des organismes, c'est de mettre la priorité à fournir un effet structurant pour la communauté ou le secteur visé. Et je dirais pour le secteur d'éducation postsecondaire, le Patrimoine appuie depuis plusieurs années 2 organismes nationaux, notamment la CEFC et le réseau des cégeps des collèges francophones du Canada. Entre-temps, nous finançons aussi du financement de projets et ce financement est consenti aux organismes pour réaliser des activités de nature ponctuelle, pour répondre à des enjeux d'actualité, des projets qui permettent le développement de secteurs peu exploités, qui sont uniques, singuliers, des projets pilotes.
Je dirais qu'avec les organismes nationaux tels que la CEFC, on appuie des projets qui ont une incidence à l'échelle de plusieurs communautés pour développer des nouveaux secteurs d'intervention, mais on encourage aussi des projets qui visent la concertation et la collaboration de multiples partenaires. À titre d'exemple, les États généraux, ce projet est également un projet qui a été financé par Patrimoine canadien et que nous suivons de très près, que les résultats des travaux vont pouvoir nous fournir une lumière sur les meilleures façons d'aborder les enjeux de jour. D'autres projets de portée pan-canadienne, la CFC mène un projet présentement dans le cadre de la stratégie de recrutement et de rétention, dans lequel 3 axes de travail sont visés, que ce soit l'attraction de sélection de candidats, la formation initiale de l'enseignement, l'appui au développement professionnel continu du et en français. Un autre projet, je me permets de fournir un autre exemple, c'est un projet de la CCFC. Il y a un projet en cours présentement pour fournir une approche de collaboration avec les institutions collégiales francophones en région. Et la RCCSC mènera 14 études de marché de faisabilité en lien avec le marché du travail local. Question d'adapter puis augmenter l'offre de programmes dans ces régions. Troisième composante, la collaboration multipartenaire et multipartite. Donc, en plus du financement pour des projets ou dans le cadre des ententes visant les institutions postsecondaires, Patrimoine canadien soutient 2 tables importantes, nous croyons, pour soutenir l'éducation en milieu minoritaire, mais aussi le postsecondaire. La première, c'est la table nationale en éducation. Elle a été créée en 2003. Puis elle se veut vraiment la courroie de transmission d'informations entre les organismes de communauté et les intervenants du secteur de l'éducation. Elle regroupe 12 organismes nationaux ayant un intérêt pour le domaine de l'éducation de langue française en situation minoritaire au Canada. Les membres se rencontrent 2 fois par année pour aborder des enjeux nationaux en éducation tels que le recrutement, la rétention des enseignants, la formation en français, le partenariat école, famille, communauté et j'en pense. Une autre assise que nous trouvons a des bénéfices très intéressants et surtout pour bâtir ces relations dont on discute aujourd'hui, c'est le comité tripartite qui a été créé en 2006 et ce comité réunit 2 fois par année divers intervenants du milieu, que ce soit des représentants d'organismes communautaires, dont certains liés au secteur de l'éducation, y compris la CEFC. On a des représentants du Conseil des ministres de l'Éducation au Canada, des ministères de l'Éducation des provinces et territoires, et il y a aussi des représentants du ministère du Patrimoine canadien. Ça permet de mettre en vitrine les efforts que les différents partis jouent pour mettre en œuvre un plan stratégique sur l'éducation en langue française et soutenir le fameux continuum en éducation qui comprend la petite enfance, l'école élémentaire et secondaire, les études postsecondaires et la formation continue. Et je dirais finalement, j'ai pris beaucoup de temps, désolée. Dans le budget 2021, Patrimoine a obtenu un financement supplémentaire et temporaire de 121 millions de dollars sur 3 ans pour l'éducation postsecondaire en contexte minoritaire. Donc, en sus de nos appuis que je viens de mentionner, nous souhaitons offrir un financement stabilisé pour des projets récurrents dans certaines provinces et territoires. On veut pouvoir répondre à des besoins pressants du secteur postsecondaire dans le cadre de projets complémentaires. Et nous voulons aussi soutenir la vitalité du secteur de l'éducation postsecondaire dans la langue de minorité en appuyant des organismes et des communautés à entreprendre des projets qui contribueront à stabiliser le secteur d'enseignement postsecondaire dans la langue de la minorité. Et je finirai en ajoutant la récente lettre de mandat de la ministre des Langues officielles énonce clairement l'engagement du gouvernement à augmenter le financement des établissements d'enseignement postsecondaire dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire.
je m'arrête là. Merci beaucoup, France, pour ce portrait fort intéressant et pertinent pour bien camper cette discussion. Lynn, la CEFC regroupe les 22 collèges et universités. France a parlé de la collaboration entre la CEFC et Patrimoine canadien. Quel type de relation de travail s'est établi entre la CEFC et Patrimoine canadien? Merci, Martin. Merci, France, pour cette première section là, du panel. Mais premièrement, j'aimerais rappeler que la CEFC a développé récemment son plan stratégique de 2020 à 2025. Il y a 2 axes dans le plan stratégique de la CEFC. Le premier axe, c'est représentation stratégique, c'est-à-dire promouvoir et défendre les intérêts collectifs des membres auprès des instances gouvernementales, dont le gouvernement fédéral. Le deuxième axe porte sur les collaborations, donc on appuie la consolidation et la capacité d'accroître les collaborations au sein de notre réseau pour réaliser des initiatives structurantes d'intérêt pour nos membres, évidemment. Donc, en lien avec le premier axe, nous avons établi avec le gouvernement du Canada une relation très étroite. Comme vous savez, on fait affaire quand même avec plusieurs ministères, que ce soit Santé Canada, avec qui on travaille depuis près de 20 ans, Justice Canada, DSC, Affaires mondiales, IACC, ISDE et j'en passe. Par contre, je dois vous dire que c'est quand même avec Patrimoine Canada qu'on a interagi, puis on a interagi de façon très étroite et de façon de plus en plus, je dirais, en tout cas, je pense que les rencontres et la relation s'est intensifiée parce que, comme France le disait tantôt, tout l'ensemble des programmes qu'elle a présentés et le nouveau financement qui est sur la table présentement fait en sorte qu'on a un intérêt de travailler davantage ensemble. Je qualifierais la relation d'une collaboration qui est ouverte et transparente. Ce que j'aimerais dire, c'est que moi, j'ai accès facilement à France, on se parle régulièrement, et aussi à l'équipe de haute gestion du ministère qui est toujours aussi très disponible. Les discussions sont franches, on a des discussions de fond sur les enjeux du réseau des établissements postsecondaires. Puis, ce que je vous dirais que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de gêne ou censure. On se dit les vraies choses parce qu'on va aller au fond des enjeux pour ultimement trouver des solutions durables, des solutions systémiques, comme on le dit souvent. Donc, les collègues de France sont également très accessibles parce qu'il y a moi qui a la chance de jaser souvent avec France dans des rencontres formelles et informelles, mais mon personnel aussi fait affaire avec des agents de patrimoine. Et ce qu'on me rapporte aussi, c'est que c'est toujours une relation qui est agréable, qui est facile et les gens sont très accessibles. Ça fait que ça, on l'apprécie beaucoup. Ce qui est tout aussi important aussi, c'est que Patrimoine est également accessible pour nos membres. Et ça permet de mettre la lumière sur des enjeux particuliers puis des enjeux locaux. Et ça permet surtout à nos membres d'exprimer les enjeux qu'ils ont chez eux, puis ça permet à Patrimoine d'avoir une compréhension fine des problématiques. Donc ça, c'est tout aussi important que nos membres aient accès également à Patrimoine. Donc, ces relations de travail permettent des discussions franches et des discussions positives qui nous permettent de donner suite à des initiatives pour permettre de répondre aux besoins des communautés, parce qu'ultimement, nos établissements sont là pour répondre aux besoins des communautés. Ça nous permet aussi de trouver des façons comment les établissements postsecondaires, qui sont des piliers dans les communautés francophones, comment ils peuvent mieux contribuer à la vitalité des communautés en contexte minoritaire. Et on sait que quand on parle de vitalité, c'est justement de compétences du gouvernement fédéral. J'aurais le goût de dire en terminant cette section-là que heureusement que nous avons cette belle relation-là, cette relation facile et importante parce que ultimement, il n'y a pas vraiment comme c'est là une structure formelle
qui permet de traiter des enjeux du postsecondaire en contexte francophone minoritaire. France a parlé tantôt, il y a la table nationale en éducation, le comité tripartite, je siège sur ces comités-là, à ces rencontres-là, mais on traite surtout de l'éducation primaire, secondaire. Au comité tripartite, les provinces qui sont représentées, parfois, c'est des individus qui viennent du ministère de l'Éducation, mais pas nécessairement du ministère de l'Éducation supérieure. Donc, ce n'est pas des gens qui peuvent se prononcer sur le postsecondaire. Donc, il y a aussi le Conseil des ministres de la francophonie canadienne, mais eux ne traitent pas de l'éducation, car c'est plutôt le Conseil des ministres de l'Éducation qui traite de l'éducation. Donc, je pense que c'était important de mettre ça sur la table, le fait que je pense que ça va être vraiment quelque chose auquel il va falloir réfléchir pour le futur, trouver une façon plus formelle. Puis là, on pourra réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait avoir de là, ce mécanisme-là, mais une façon plus formelle d'avoir des discussions sur les enjeux du réseau des établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire. Voilà. Merci beaucoup, Lynn. On a un petit peu dépassé, mais je vais quand même vous laisser réagir chacune à vos présentations. France, vous pourriez nous dire comment, par exemple, la relation que vous avez établie avec la CEFC vous appuie, vous et votre équipe, pour réaliser les mandats de patrimoine, ou s'il y a autre chose auquel vous voulez réagir dans la présentation de Lynn. C'est très intéressant que Lynn soulève la question de formel. Parce que je dirais que la relation que Patrimoine canadien a bâtie avec la CEFC, avec Lynn, elle est sur une base, je dirais, formelle et informelle. C'est la beauté des choses, si vous voulez. Patrimoine canadien suit la politique de paiement de transfert. On est là pour consulter, parler, échanger avec nos demandeurs, nos bénéficiaires pour obtenir des idées novatrices, des améliorations continuelles, l'établissement de relations équitables, etc. C'est dans cet esprit qu'on a bâti une relation de longue date avec la CEFC. On reconnaît l'importance de la consultation des associations. Ça nous permet de mieux, de mieux adapter les politiques et les programmes. C'est aussi important d'obtenir, d'identifier les priorités d'investissement. Tout ça, pour nous, c'est un gage de succès de nos programmes. Donc, la relation formelle à la CEFC, je l'ai mentionné, c'est l'appui à la programmation. Et donc, soutenir la CEFC dans sa programmation, soutenir la CEFC dans ses projets, mais pour nous, ça permet d'appuyer le secteur. Mais je dirais, nos relations informelles permettent d'avoir un peu de pouls de la réalité des membres, de la réalité du secteur. Ça nous permet d'avoir une meilleure, disons, une façon efficace et bien articulée, de façon pan-canadienne, d'orienter les meilleures façons de mobiliser le secteur. Donc, ça permet de comprendre les besoins. Puis on compte aussi sur la CEFC d'avoir en tête ces collaborations avec les partenaires, favoriser la concertation et tout. Quand je dis informel, ça va jusqu'à dire je prends le téléphone ou Lynn prend le téléphone puis on se dit les vraies choses. On remue les mélanges. C'est peut-être même pour clarifier quelque chose. La CEFC a quand même une bonne compréhension de ces institutions et pour nous vraiment là, de pouvoir parler et d'échanger avec la CEFC, je dirais que c'est vraiment le gage de bonnes orientations du programme à l'avenir pour le postsecondaire. Merci beaucoup, France. Lynn, en réaction à ces propos sur la CEFC, sur cette relation-là, qu'est-ce qui a permis de bâtir cette relation de confiance avec Patrimoine, qui fait en sorte que Patrimoine est à la recherche des expertises que la CEFC peut fournir? Oui, je dirais que
pour aller assez rapidement, je vais dire, la question de l'écoute est un facteur très important. Comme je disais tantôt, le fait qu'on est capable d'avoir ces discussions franches-là et une bonne écoute qui sous-tend évidemment cette relation-là est essentielle. Et on est à l'écoute pour, comme je dis, bien comprendre les enjeux et ensuite identifier des solutions durables. Ce que j'aurais le goût de dire aussi, c'est que dans les dernières années, la CUFC a travaillé fort à établir nos propres standards pour nos documents, nos livrables. Puis je pense que ça, c'est venu bonifier la crédibilité de la CUFC qui fait qu'on peut avoir cette relation-là puis amener vraiment de l'eau au moulin dans le sens qu'on amène de plus en plus d'argumentaires, des livrables là, qui nous permettent d'avancer puis de bien faire connaître ces enjeux-là. Donc, ça, je pense que c'est un élément qui est important. Dernier petit point rapidement, c'est que dans le cadre de la pandémie, je m'en voudrais de pas dire ça, cet élément-là, c'est que dans le cadre de la pandémie, moi et mon personnel me le dit régulièrement, c'est qu'à Patrimoine, on a trouvé vraiment une équipe qui était très flexible, toujours voulant de comprendre les enjeux qu'on rencontrait dans le cadre de l'exécution de nos projets, dans le cadre de la pandémie, et était très flexible pour accommoder, pour s'assurer que les choses se déroulent bien malgré tout. Donc, j'arrêterai là pour l'instant. Merci beaucoup, Lynn. Merci à vous deux pour ce premier bloc de notre table ronde. C'est très, très intéressant, très instructif. Passons maintenant à un autre volet de ce type de relation-là. On aura avec nous Daniel Giroux et Marc Serré. Donc, je vais commencer avec vous, Daniel. Quelle relation est-ce que vous avez établie avec le gouvernement fédéral, avec les élus locaux au palier fédéral, et comment vous qualifiez ces relations-là? Merci, Normand. Selon moi, nous avons bâti une excellente relation. Nous sommes chanceux d'avoir bâti à travers les années une excellente relation avec plusieurs politiciens. Je donne juste des exemples. Raymond Bonin, qui était député de 1993 à 2008, député pour les libéraux dans la région de Nickel-Belt. Donc, il y a Nickel-Belt et il y a Sudbury. Donc, juste donner une petite explication, parce que c'est deux territoires, mais c'est vraiment la région du Grand Sudbury. Donc, le Sudbury, qui est le bassin, et juste 5-6 minutes autour, dans un vaste territoire et multiples communautés, ce qu'on appelle Nickel-Belt. Donc, dans tout le positionnement du Collège boréal, surtout dans la région de Sudbury-le-Nord, on travaille toujours avec les députés de Nickel-Belt et de Sudbury. Je donne un autre exemple avec Diane Merlot, qui était la députée de Sudbury et ancienne ministre de Santé. Diane a siégé au fédéral, je pense, de 1988 à 2008, quasiment 20 ans. Et Raymond et Diane ont joué un grand rôle dans la création du Collège boréal. Sans Raymond et Diane, il n'y a aucune façon qu'on a été chercher le financement pour la création du Collège boréal, la construction du campus principal, ainsi que tous les équipements qui étaient rattachés à la construction de 95 à 98. Je me souviens encore lorsque Raymond Bonin m'a donné un coup de fil il y a plusieurs années passées et il a dit « Daniel, peux-tu, le Collège boréal, organiser pour 40 entreprises un vol privé pour rencontrer le chef d'Atawapskat à Mousseline, dans le Grand Nord? » Pour ceux qui ne le savent pas, de toute la région de Ring of Fire, le cercle du feu. Et une des conditions, c'est que les communautés indigènes devraient avoir des partenariats avec les entreprises. Donc, une entreprise ne peut pas s'installer dans le cercle du feu sans avoir un partenariat avec une communauté indigène. Donc, Raymond, qui a pris l'initiative, embarqué le Collège boréal pour le développement économique et avoir une rencontre avec le chef d'Atawapskat, avec 40 propriétaires d'entreprises. Donc, nous sommes chanceux aussi maintenant d'avoir, comme vous allez entendre tantôt, Marc de Nickel-Belt, qui est aussi le secrétaire parlementaire du ministre des Langues officielles, et Paul Lefebvre, qui vient de prendre sa retraite de la politique, mais qui est propriétaire d'un journal francophone et radio francophone. Donc, toute la question de la francophonie, on sait que ça touche Paul de très près. Et maintenant, nous avons aussi Viviane Lapointe, qui vient de s'ajouter comme nouvelle députée de Sudbury. Mais le lien ne faut pas se limiter juste dans une communauté. Et nous avons eu l'appui de plusieurs personnes, comme Mona Fortier. Et souvent, les gens ne réalisent pas, mais Mona Fortier elle faisait partie de l'équipe de Boréal comme consultante qui a développé tout le territoire de Toronto et le centre-sud-ouest. Donc, Mona connaît vraiment le Collège boréal et toute la pression et les défis d'un collège francophone en situation minoritaire. D'un autre exemple, la ministre Joly, qui était responsable dans le temps de FANOR, qui est
donc l'Agence des développement économique pour le nord de l'Ontario, avec le lobbying de Marc et Paul, FedNord est finalement devenu indépendant. C'est quelque chose qu'on poussait pour de nombreuses années. Donc, sans le leadership de Marc et Paul, ça n'aurait jamais été une réalité. Et je sais que Paul et Marc avaient encouragé, ils ont fait plusieurs tournées du Nord avec le ministre Joly dans le temps pour vendre notre salade. Même la visite du ministre François-Philippe Champagne, qui était ministre de l'Infrastructure dans le temps, pour vendre certains de nos projets initiatives du Collège Boréal. Donc, le ministre Champagne est venu au Collège Boréal avec Marc et Paul pour vraiment voir en personne nos besoins et nos réalités. Pour Marc, c'est impressionnant de voir sa passion. Vous allez voir tantôt. Pas beaucoup de gens sont au courant. Mais le père à Marc, Gaétan Serré, qui est aussi originaire de Sturgeon Falls, a aussi représenté Nickel Belt de 1968 à 1972. Un passionné de l'éducation et un grand leadership de la francophonie. Malheureusement, M. Serré est décédé en 2017, mais nous avons la chance de reconnaître M. Serré et toutes ses années de service au Collège Boréal. Et c'est le fun parce que Marc est métis, comme vous le savez, et comprend la réalité de nos étudiants indigènes et les défis qui viennent avec ceci. Mon épouse et mes garçons sont fiers des métis et comprennent, avec le leadership de Marc, l'importance de s'afficher et d'être fiers de leurs racines. Nous sommes aussi chanceux d'avoir Anthony Rota, président de la législature de la région du Témiscamingue, pendant 2h30 de Sudbury comme appui. Et lorsque c'est venu le temps de prendre des décisions difficiles, comme fermer un campus à Nilisburg, Anthony Rota nous a appuyés dans notre décision parce que c'était la question de pour et par la francophonie. Et oui, parfois, la francophonie doit prendre des décisions difficiles. Avec Nickel Belt, nous avons aussi été très chanceux d'avoir des bons liens avec les nouveaux démocrates, comme John Rodriguez, originaire du Portugal, député pour plusieurs années à Nickel Belt. En 2006, John Rodriguez est devenu maire de Sudbury. Il avait un grand débat depuis des années à Sudbury. Pourquoi est-ce que le drapeau franco-ontarien n'était pas ici à l'hôtel de ville à Sudbury? Pourtant, 30% de la population était francophone, presque 40% de la population parlait le français. Et oui, le drapeau franco-ontarien avait été créé à Sudbury. Mais encore, du côté municipal, il ne voulait pas hisser le drapeau franco-ontarien. Et un des premiers gestes du maire Rodriguez était de hisser le drapeau franco-ontarien. Et ceci, dans son premier 2 semaines comme maire à Sudbury. Donc, ces liens-là, de reconnaître l'importance de la francophonie, nous appuie à travers les années à vraiment payer du bilan pour la francophonie ontarienne. Avec une présence dans 37 sites, 26 communautés en Ontario, c'est clair que nous avons des exemples semblables dans quasiment toutes nos communautés. Donc oui, les liens avec nos partenaires, nos ministres, nos députés au niveau politique sont indispensables. Merci vraiment. Merci beaucoup, Daniel. Monsieur Serré, en réaction aux propos que vous venez d'entendre de Daniel, on voit comment le Collège Boréal a profité des liens qu'il a établis avec les élus locaux. Comment les élus locaux profitent des liens qu'ils établissent avec les établissements postsecondaires? Un gros merci, pour l'invitation. Puis, je suis vraiment fier d'être ici aujourd'hui avec le groupe. Merci, Daniel, pour un peu l'historique également. Comme Pierre Zondel va ça, mon père était aussi étudiant à l'Université de Sudbury en 1958, avant de transférer à l'Université Laurentienne. Mais là, ce qu'on regarde, depuis Raymond aussi, Daniel va aussi me rappeler le financement pour l'École des médecines, non seulement à Montréal. Alors, il y a beaucoup d'enjeux là. Vraiment, on regarde l'éducation de Daniel. C'est que Daniel parle de relations. Alors, le Collège Boréal, avec tous les partis politiques, les organisations locales, mais vraiment important quand on parle parce qu'aujourd'hui, 2022, c'est dur à croire, même si on regarde avec l'historique ici, les derniers 50 ans, c'est fragile, nos institutions postsecondaires en situation militaire à travers le pays. Alors, on n'a pas beaucoup de travail, est-ce qu'on parle de santé, d'éducation, juridique, la culture. Il nous brillait d'ailleurs, on en parlait longuement. On a vraiment les défis. Mais je pense que le message clé ici, lorsqu'on parle, vraiment important, on sait, nous, en tant que francophones, c'est des institutions fortes. Alors, qui est tellement important pour la survie.
les gens, puis les organisations, puis les défis que nous avons. Alors, lorsqu'on parle de relations, évidemment, on parle de relations, puis France, tantôt, merci beaucoup pour le travail que vous faites de patrimoine, puis des relations que Lynn parle de faire avec la bureaucratie, avec le personnel, c'est tellement important parce que, comme France, des carrières versus les politiciens, le personnel est là un petit peu plus longtemps que les politiciens. Comme moi, comme député, la moyenne carrière, c'est 6 ans. Alors, je suis déjà 6 ans, alors je suis déjà un peu plus au-delà de la moyenne d'une carrière politique. Mais par contre, lorsqu'on va tisser les liens de Montréal, qui sont faits avec Lynn, de France, on parle de toutes les associations, c'est aussi important lorsqu'on parle non seulement de fédéral, parce que, comme vous savez, il y a des francophones qui ont été députés, puis on a mentionné Mona Fortier, Anthony Roda, Francis Drouin, Marie-France Lalonde, Paul Lefebvre. Puis Paul, il n'est pas retiré, il travaille encore, vous pouvez l'appeler, il m'a dit ça. Là. Alors, pas certain, il est encore là pour nous supporter. Daryl Sanson aussi, alors, les ministres Petit pas. Alors, c'est des gens, c'est important que, comme vous savez, le fédéral, au niveau du caucus, les ayants droit, on va prendre l'exemple. Les ayants droit, on a travaillé fort au cabinet, au premier ministre, des interventions. Alors, on a les relations de députés, on a les relations avec la bureaucratie au niveau du fédéral. Mais je pense que c'est important également qu'on regarde aussi ces relations avec les provinces. Alors, c'est quelque chose que parfois c'est un gouvernement, il n'y a pas nécessairement des francophones au gouvernement, on va prendre le gouvernement Ford, par exemple, mais c'est important qu'ensemble, ici, on trouve des alliés, des anglophones, il y a des ministres qui, le ministre Mulroney supporte très bien. Alors, on doit trouver d'autres façons de tisser des liens importants avec les législatures à travers de l'Ontario. Le fédéral a un rôle à jouer important, mais comment on fait pour faire ce lien avec des alliés avec la province? Vous savez, l'AFO, la FCFA font un travail exceptionnel au niveau d'essayer de trouver ces liens-là avec les différentes législatures également. Alors, pour moi, l'ensemble ici qu'on regarde, qu'on va pouvoir en jaser un peu plus longtemps, évidemment, c'est de regarder comment on regarde avec les agences locales, les institutions postsecondaires comme Montréal, le réseau que vous avez développé à travers la province, c'est vraiment important. Félicitations, Daniel, à toute ton équipe. Puis encore d'autres expansions à faire, je suis certain. J'ai vu les propositions. Alors, on va continuer à vous supporter. Alors, pour moi, en tant que député de Nicobelt, puis le nord d'Ontario, on a l'expérience comment important nos institutions, les conseils scolaires en 1999, que j'étais conseiller scolaire de Nouvelle-Ontario, est employé au collège Cambridge en 10 ans française, qui est transféré à Montréal, et maintenant avec l'Université française, et maintenant avec l'Université de Sudbury, comment on peut essayer d'enrichir les institutions, travailler avec Saint-Jean et toutes les autres institutions locales. Alors, pour moi, les relations, c'est vraiment important. C'est la clé ici. Et comment on fait pour développer ça, c'est important. Alors, je vais le laisser à privé. Évidemment, France a fait un bon survol du budget 2021. Aussi, peut-être le dernier point sur ça, on va avoir des consultations. Comme c'est mentionné dans la lettre de la ministre Petit Pas, au niveau du besoin d'enrichir, non seulement le financement, mais travailler également avec les provinces pour s'assurer que le post-secondaire est bien représenté et Lynn continue son travail que vous faites avec l'association. Merci beaucoup. Je vais laisser, s'il y a d'autres questions, on va continuer. Alors, évidemment, là, je suis à Ottawa présentement. Alors, j'ai été un peu en retard tantôt avec le caucus avec le premier ministre. Alors, j'étais un peu en retard, mais on continue à faire le travail concentré sur si vous faites. Alors, je veux vraiment remercier tous les intervenants qui ont appelé moi-même, appelé évidemment le ministre pour s'assurer qu'on joue un rôle important au niveau du fait français, surtout au post-secondaire à travers du pays. Merci. Merci beaucoup, M. Serré. Daniel, je vous relancerai la parole à la suite des propos de Marc Serré. On a bien vu comment ça s'inscrit dans un écosystème plus large, ce type de relation-là avec les élus locaux. Donc, comment cette relation-là affecte directement votre travail comme président d'un établissement postsecondaire?
Merci, Normand. C'est absolument critique. Je pense que le Collège Boréal est réalisé, comme plusieurs autres, qu'un collège francophone en situation minoritaire ne peut pas seulement survivre financièrement avec seulement la formation postsecondaire. C'est très, très difficile. Nous ne sommes pas un Humber College avec 250 étudiants dans une salle de classe et des surplus annuels de 30 millions de dollars. Ce n'est pas la même réalité. Donc, pour le Collège Boréal, on a pris une décision il y a plusieurs années de créer ce qu'on appelle le guichet unique. Donc, pour nous, le Collège Boréal, ce n'est pas juste survivre sur le postsecondaire. Donc, nous avons les services en immigration, les services d'emploi intérieur, les programmes d'apprentissage, les métiers, l'éducation permanente, la formation sur mesure, les services d'alphabétisation, la recherche appliquée. Et toutes ces sources de financement, ça ajoute plus de volume au Collège Boréal. Et ça devient aussi une façon de nourrir nos programmes postsecondaires. Donc, pour nous, c'est un élément absolument critique. Et quand on regarde la question de qualité, et Marc l'a bien mentionné tantôt, c'est d'avoir des programmes solides ou des institutions solides. Mais c'est clair qu'il faut se diversifier. Donc, pour moi, avoir les relations pour la question d'immigration, nous sommes très solides du côté des programmes, des contrats d'immigration pour les services d'établissement, la formation langagière et autres. Nous avons seulement un réseau solide et des contrats à Toronto et le centre-sud-ouest de la province de l'Ontario. Mais il n'y avait aucun service d'établissement pour les francophones dans le Nord. Aucun. Et avec l'appui de Mac et de Paul, nous avons été chercher les services d'établissement maintenant à Sudbury, à Timmins et prochainement North Bay. Sans l'appui de Mac et Paul, il n'y a aucune façon qu'on ait été chercher ces services-là. Donc, d'avoir des députés et des personnes qui connaissent la réalité de nos communautés et les besoins est absolument critique. Pour nos demandes d'infrastructure, que ce soit les nouvelles serres dans le domaine de l'agriculture, c'est clair que Paul et Mac ont invité les personnes clés pour vendre notre salade. Le programme de FedNord, quand on parle des agents de développement économique, on a vu le secteur forestier, la crise en 89. Maintenant, le secteur forestier est en pleine croissance. C'est une grande pénurie de main-d'œuvre. Donc, sans l'appui de FedNord et d'aller chercher d'autres sources de financement, d'offrir plus de formation dans le secteur forestier, ça n'était impossible. Donc, les recherches appliquées, plusieurs de nos sources, 90% de nos sources de financement de recherche appliquée, que ce soit le secteur minier, forestier, agriculture, la technologie de la batterie, l'immigration, les sources de financement, c'est du fédéral. Donc, que les députés, que nos partenaires de la politique soient au courant de nos besoins, de nos réalités et d'être capables de vendre notre salade en tant que le meilleur de l'industrie, c'est absolument critique. Merci beaucoup, Daniel. Et M. Serré, je vous donnerai le mot de la fin pour ce bloc-ci. On voit bien comment ça a un impact directement sur le travail de Daniel Giroux, ce type de relation-là. Comment ça a un impact directement sur votre capacité à faire votre travail d'élu local? C'est vraiment important, le travail que l'équipe à Montréal, les organisations ici, Daniel, encore une fois, un gros merci. Puis je veux prendre un point que Daniel a mentionné au niveau, lorsqu'on parle d'emploi, on parle d'économie. Je pense qu'on a une opportunité ici, lorsqu'on parle de la croissance du pays, la croissance, évidemment l'immigration francophone, mais aussi lorsqu'on parle d'aller chercher des projets importants au niveau de la province, au niveau du pays. Si on peut vraiment regarder l'angle emploi. Nous savons tous, nous avons parlé toute ma vie au niveau de l'importance de main-d'œuvre bilingue. Les entreprises, le secteur privé vont déménager dans certains endroits à cause de la main-d'œuvre. Et dans notre cas, nous avons l'importance, oui, il faut enrichir nos institutions postsecondaires pour s'assurer que nous avons des francophones et des individus formés en français, mais aussi penser au niveau d'aller chercher des entreprises, chercher la création d'emplois, les programmes de Montréal, évidemment, en foresterie, tout le reste qui est là, l'agriculture, il y a tout ce genre d'innovation, de technologie. Alors, c'est tellement important pour toutes nos institutions. Je vois Pierre aussi ici. Allô, Pierre, puis je ne vois pas tout le monde ici, évidemment, mais l'importance de regarder comment on peut faire le développement économique. Évidemment, on a beaucoup de travail à faire, mais je pense que lorsqu'on parle de la relance économique, le support du fédéral, l'angle d'emploi, le volet économique va être tellement important, puis nous avons tellement de main-d'œuvre qualifiée, bilingue, qui peut nous aider. Alors,
vraiment, dernier mot au niveau, encore une fois, merci à tous les intervenants. Le message clé, je peux parler au niveau du gouvernement fédéral, vous êtes unis, vous avez le même message. Puis je sais, si on parle de la modernisation de la langue officielle, on a, merci beaucoup. Puis le dépôt de loi va arriver au mois de février. Alors, je veux juste faire certain que vous comprenez ça. Ça s'en vient. Puis, évidemment, le plan d'action, on a ajouté beaucoup de millions de dollars. On regarde des consultations d'ici au mois de juin pour relancer un plan de 5 ans. Alors, j'ai vraiment hâte de continuer à travailler avec vous. Puis, continuer, pousser comme vous faites toujours, comme on a toujours fait. Il ne faut pas lâcher. Puis, c'est important qu'on regarde. Puis, le dernier point, des fois, on a une gêne. Des fois, quand tu parles des relations avec le fédéral, il n'y a pas de gêne parce que les clés sont là. Mais la gêne, c'est de vraiment s'assurer qu'on a les liens, parce qu'on a des alliés dans les provinces, on a des alliés dans les législatures, il faut aller les trouver. Puis, on va continuer à faire ça avec vous. Merci. Merci beaucoup, M. Serré, pour votre disponibilité aujourd'hui. On va passer à notre troisième bloc où on va parler des relations justement avec les gouvernements provinciaux et on a trois de nos dirigeants d'établissements membres à la SUFC avec nous. Je commencerai avec vous, M. Zundel. Quand on parle de relations avec les gouvernements provinciaux, pour vous, qui sont les interlocuteurs principaux avec lesquels vous travaillez et le type de relations que vous avez établies avec eux pour faire connaître les besoins de vos établissements? Merci beaucoup. Et puis, avant que je me lance là-dedans, je veux juste dire un petit mot de reconnaissance aussi à Marc Serré. Quand j'étais recteur de l'Université de Sudbury puis de la Laurentienne, Marc a vraiment été un champion formidable pour tout le secteur postsecondaire, toute la communauté sudburoise et du Nord. Merci, Marc. Vraiment, ça a été vraiment un plaisir de te revoir pour un deuxième mandat dans cette région-là. Alors, les relations, finalement, il faut comprendre que le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est un de 2 collèges financés par la province du Nouveau-Brunswick. Donc, ce n'est pas les 20 quelques collèges de l'Ontario. Les 2 PDG des collèges, il y a un collège anglophone et un collège francophone. Les 2 PDG sont considérés sous-ministres de la province. Ce sont 2 sociétés de la couronne. Donc, on a un lien très étroit avec la province. On siège à des réunions, comme durant la COVID, des réunions d'urgence des sous-ministres de la province incluaient les 2 PDG des collèges. Donc, la relation est très proche. Et jusqu'à il y a une douzaine d'années, les collèges étaient des départements de la fonction publique du Nouveau-Brunswick. Donc, à peu près la moitié de nos employés avant étaient des fonctionnaires. Donc, il y a une culture qui découle de cette période-là. Et ça veut dire qu'on entretient des relations très, très proches. Ces relations-là sont avec le ministère de l'Éducation postsecondaire, Formation et Travail. Ça, c'est le ministère qui fournit notre financement directement. Et le ministre de ce ministère-là nous donne une lettre de mandat à chaque année qui est conséquente avec les priorités de la province et on souhaite, avec notre plan stratégique, que ce ministre-là doit aussi approuver. Et le ministre doit approuver à chaque année notre plan d'affaires qui, lui, doit être conséquent avec la lettre de mandat et le plan stratégique, etc. Donc, il y a cette relation-là qui est très proche. Financement de base, on est choyé d'un certain côté parce que nous, notre financement de base inclut une clause ascenseur qui assure les augmentations, que le financement croît pour compenser les augmentations des salaires de la plupart de nos employés. Donc, ça, c'est quelque chose que je sais que j'aurais vraiment aimé avoir quand j'étais recteur en Ontario, parce qu'autrement, il faut trouver d'autres façons de combler ces augmentations-là. Donc, ça, c'est très positif. On a aussi une relation très proche avec Opportunité Nouveau-Brunswick, qui est l'organisme de développement économique de la région. Donc, aussitôt qu'ils ont un nouvel employeur dans la région, on est convoqué avec eux pour parler des besoins de main-d'œuvre, de formation et de recherche appliquée avec ceux-là. Donc, ça, ce sont des relations qu'on a avec la province. Également, une couple de choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé. La province entreprend des études assez poussées par rapport aux séquelles suite à la formation postsecondaire pour nos étudiants canadiens et internationaux.
Donc, on est capable de savoir qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là, combien sont retenus dans l'économie de la province, combien vont ailleurs, etc. Ça a été très utile pour guider certaines de nos interventions. Et puis, parce que les collèges performent extrêmement bien, à peu près 90% des gens qui diplôment dans nos collèges restent en province et sont employés dans l'économie. Puis pour les universités, ça se chiffre à peu près à 35 à 40%. Donc, c'est pas, on regarde bien dans la conversation avec la province. Donc, ça, c'est très utile de faire ça. Puis l'autre chose, je vais dire, peut-être que je vais m'arrêter là-dessus, je ne veux pas prendre trop de temps. Le lien étroit avec le gouvernement fait en sorte qu'on peut accéder assez facilement à un résumé des priorités au niveau de la formation pour combler les besoins du marché du travail. Donc, toute l'infrastructure provinciale qui identifie les besoins, etc., nous est accessible très rapidement. Et donc, on peut profiter de ça pour notre planification au niveau des nouveaux programmes, de l'offre dans les régions, etc. Donc, c'est très, très positif. En fait, peut-être un dernier mot. Le fait que c'est très proche veut aussi dire qu'il n'y a pas énormément d'indépendance. Donc, les gouvernements ont beaucoup à dire sur la direction du collège et donc, typiquement, ça ne devient pas problématique, mais de temps en temps, il va y avoir un désaccord par rapport aux priorités et il faut apprendre à le négocier. Donc, Martin, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Francis, je vais me tourner vers vous. Dans votre cas, qui sont les interlocuteurs avec lesquels vous travaillez en Saskatchewan et comment vous avez établi ces relations-là avec eux? Merci beaucoup, Martin. Contrairement à ce que mon collègue Pierre disait, c'est un établissement public. Le Collège Mathieu, c'est un établissement d'enseignement postsecondaire collégial privé avec sa propre charte privée, ce qui veut dire qu'il est vraiment important pour nous de travailler à faire valoir l'éducation postsecondaire en français, volet collégial, professionnel, technique dans notre province. Ce qui est très important pour nous dans un premier temps, c'est d'avoir une relation de proximité, si pas de validation, avec notre ministère des tutelles, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement supérieur. Et autour du ministère de l'enseignement supérieur, nous avons également le ministère de l'Éducation et l'Assemblée communautaire françaiscoise qui chapeaute différents comités qui veillent à toute la question de l'éducation postsecondaire en français dans notre province, et françaiscois du moins, au niveau du continuum en éducation françaiscois. Et nous avons également des établissements d'enseignement francophones et anglophones avec lesquels nous transigeons sur différentes articulations pour l'offre des programmes. Particulièrement au niveau du ministériel, il est très important pour nous de faire valoir nos besoins parce que nous avons encore un appui fondamentalement dans les cas du PLOE, ce qui fait dire qu'il faut faire connaître nos besoins et faire connaître nos aspirations et s'inscrire dans les orientations ministérielles. C'est un travail de longue haleine, mais qui a fini par donner des résultats probants à ce qui nous concerne. Par exemple, notre Premier ministre actuel, il fut ministre de l'Enseignement supérieur et il nous a visités à 2 reprises à notre campus principal du Collège Mathieu à l'époque. Et c'est lui qui nous a accordé la désignation pour être un établissement pouvant accueillir des étudiants internationaux. Nous avons donc un projet de charte qui traîne depuis des années, qui devrait être amendé. Donc, il est question de travailler avec notre député provincial de Wood River, qui est David Merritt, qui est actuellement ministre de l'Agriculture provincialement. Et donc, ça fait que c'est quand même très important pour nous de pouvoir faire connaître nos besoins, le travail que nous faisons, mais surtout nous inscrire dans les stratégies gouvernementales et les orientations ministérielles afin de pouvoir justifier notre raison d'être. Parce que de plus en plus, l'éducation postsecondaire en français, pour ce qui concerne le volet collégial, nous sommes intégrés, notamment il n'y a pas longtemps, en fin novembre, non, début novembre, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Saskatchewan a lancé
sa stratégie internationale en matière d'éducation, avec une composante assez importante de l'éducation postsecondaire en français, en signant pour la première fois une entente avec des pays francophones, dont le Sénégal. Et ça nous ouvre la porte aussi au niveau de la collaboration, tant au niveau universitaire qu'au niveau collégial. Nous avons également récemment, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, mais le ministère de l'Éducation, qui a signé, je pense que le gouvernement provincial a signé une entente avec le fédéral au niveau de la formation en petite enfance, qui prédispose quand même un montant assez important au niveau de l'éducation, de la formation en petite enfance, et donc 3 établissements d'enseignement supérieur de la province, dont le Collège Mathieu, vont se partager 4,8 millions pour bonifier l'offre de formation en petite enfance. Nous avons notre député, au fait, le secrétaire provincial aux affaires francophones, M. Todd Gaudi, qui est unilingue anglophone, mais c'est lui le porteur de notre dossier, c'est lui qui a, justement, avec un travail de proximité, c'est lui qui a présenté notre projet d'amendement de la charte du Collège Mathieu en chambre lors de la session législative du mois d'automne, plutôt de l'automne dernier, parce que le dernier amendement apporté à l'amendement de la charte du Collège Mathieu remonte à 1976, donc le conseil d'administration, et selon les directives du ministère de l'Enseignement supérieur, voulait qu'on actualise la charte du Collège Mathieu pour qu'elle reflète l'état de l'établissement d'aujourd'hui. Et donc, il y a tout ce travail avec les hauts fonctionnaires que nous faisons au quotidien, qui a permis à ce qu'il y ait une politique en matière de services en français au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, et aussi qu'on puisse avoir une analyse de politique désignée bilingue au sein du ministère de l'Enseignement supérieur pour faciliter le travail que nous faisons pour développer l'éducation postsecondaire en français. Et donc, je dirais en résumé que nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons le ministère de l'Éducation, nous avons l'Assemblée communautaire française, qui est notre porte-parole politique au niveau provincial. Et bien évidemment, nous avons aussi des établissements anglophones et francophones avec lesquels nous travaillons, parce que nous faisons partie de tous les systèmes d'éducation postsecondaire de la province de plus en plus. Donc, politiquement parlant, comme établissement privé, pour nous, c'est essentiel d'avoir ces relations, évidemment, avec aussi les députés de l'opposition, dont le chef du parti du NPD, qui se nourrit assez régulièrement de nos besoins et puis de nos succès pour faire valoir les intérêts des établissements comme le nôtre. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Francis. C'était fort intéressant d'en apprendre plus sur votre contexte local. Daniel, je retourne vers vous. Vous nous avez parlé de vos interventions fédérales. Comment ces relations-là se sont établies avec vos partenaires provinciaux cette fois-ci? Merci, Normand. Puis c'est clair que, puis Marc l'a bien dit tantôt, c'est que le lien entre le volet politique et les fonctionnaires sont absolument critiques. Et pour nous, en Ontario, on a 24 collèges publics en Ontario, quasiment 240 collèges privés en Ontario. Mais les 24 collèges publics ainsi que toutes les universités se trouvent sous le ministère des collèges et universités. Mais il y a un grand changement. Donc, nous avons un sous-ministre adjoint des collèges et universités. Mais pour les collèges francophones, il y a une autre personne, sous-ministre adjoint, qui est responsable de ce qu'on appelle du continuum. Donc, il est aussi responsable des conseils scolaires, ainsi que le postsecondaire, le volet francophone, qui est un monsieur nommé Denis Giguère. Donc, nous avons collège-université, ce qu'on appelle le continuum, le volet francophone. Et ensuite, nous avons le ministre des Affaires francophones, donc un autre sous-ministre et sous-ministre adjoint pour les affaires francophones. Donc, c'est un peu plus complexe. Et il y a eu une décision il y a quelques années de transférer tous les programmes en apprentissage, donc les métiers, que 85% de toute la formation dans le métier sortent dans les collèges. Mais il y a une décision de transférer tous les programmes de métiers, ainsi que tous les services d'emploi, ainsi que l'alphabétisation sous un nouveau ministère, le ministère du Travail. Il y en a qui appellent le ministère du Travail, de formation et de développement. Donc, maintenant, nous travaillons pour la première fois avec 2 différents ministères, avec la programmation que nous touchons directement. Donc, les métiers, les services d'emploi, ainsi que l'alphabétisation. Donc, c'est très différent. Et pour ceux qui ont eu la nouvelle, nous, il y a eu une coupure de 10% des frais de scolarité plus un gel.
Donc, c'est une différente réalité du côté des institutions postsecondaires en Ontario. Et la seule croissance, la seule augmentation des subventions du côté du réseau, c'est les étudiants internationaux. Donc, nous avons eu des collèges augmentés de 20 à 60, même 70 et 80 de tous leurs étudiants postsecondaires sont maintenant des étudiants internationaux. Et je dirais pour le réseau collégial, 90 des étudiants-là viennent, la provenance est de l'Inde. Donc, ça, c'est une différente réalité. Mais oui, pour le Collège Boréal, c'est absolument critique parce qu'on sait, comme Marc l'a dit, les fonctionnaires, on a certains fonctionnaires qui sont là depuis 35 ans, ils sont toujours en place. Et c'est toujours plus facile si le fonctionnaire appuie une demande et la politique appuie la demande, c'est beaucoup plus facile à faire avancer les dossiers. Donc, si les fonctionnaires et la politique ne s'entendent pas, ce n'est pas évident. Et pour nous, en Ontario, un des grands éléments qui est critique, c'est que souvent n'importe quelle source de financement ou demande du côté du fédéral, il faut que la province le recommande. Il faut que ça soit sur la liste des priorités. Donc, il faut faire le lobbying. Même si nous avons un réseau du côté national, fédéral, une demande, il faut avoir le buy-in du côté provincial aussi. Donc, ça, ce n'est pas toujours évident. Mais oui, pour répondre rapidement, Martin, c'est absolument critique. Et le même principe du côté régional, le même principe, nous travaillons communauté par communauté de bâtir ces liens-là avec les fonctionnaires et le volet politique. Merci beaucoup. On va se permettre un deuxième tour de table avec vous trois. Maintenant qu'on comprend mieux les relations que vous avez établies, êtes-vous capable de soit nous parler de résultats concrets ou comment vous avez assuré le succès de ces relations-là et des projets qui en découlent? Je vais retourner vers vous, Pierre, pour commencer. Merci beaucoup. Donc, dans notre situation, le fait qu'on a des liens proches, par exemple, moi, je rencontre avec ma collègue du Collège anglophone, le sous-ministre de notre ministère, une fois par mois pour parler de priorités, etc. Alors, on a des canaux très rapides pour gérer certaines situations. Je vais vous en donner deux comme exemple. Dans le premier hiver de la pandémie, on a eu, nos étudiants ont vécu une mise à pied massive de leur travail à temps partiel. Puis nos étudiants dépendent presque à 100% de travail à temps partiel pour être capables de financer leurs études. Alors, on a pu négocier avec le ministère de faire un genre d'équivalence. Nous, notre fondation des collèges a mis de l'argent d'urgence sur place pour des bourses pour permettre aux étudiants de terminer l'année. Et le gouvernement provincial a mis le montant équivalent très rapidement. Normalement, ces genres de choses-là peuvent prendre des mois et des mois, mais dans l'espace d'à peu près une semaine, on était capable de mettre sur place quelque chose. Donc, ça, c'est un effet positif de la relation. Puis un autre, c'est que cette relation-là nous permet de vraiment comprendre c'est quoi les priorités. Au Nouveau-Brunswick, la croissance démographique, c'est un des objectifs principaux. Il y a un volet d'immigration francophone important là-dedans, dans lequel le gouvernement ne rencontre pas ses cibles actuellement. Et donc, nous, on recrute de l'ordre de... On aurait 650 étudiants internationaux à tout moment chez nous. Donc, plus de 90% voudraient rester au Nouveau-Brunswick si c'était possible. Leur empêchement principal, comme ce sont en grande partie des étudiants qui proviennent d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'ils sont souvent bilingues et trilingues, mais que les langues parlées ne comprennent pas l'anglais. Et donc, pour leur permettre d'accéder à des stages dans un milieu bilingue comme le Nouveau-Brunswick et pour être capable, après ça, de se trouver un emploi qui est condition de l'obtention de la permanence, de la résidence permanente, on a réussi avec la province de dire, écoutez, on va vous aider à rencontrer vos objectifs par rapport à l'immigration si vous nous aidez avec un financement pour l'apprentissage de l'anglais pour nos étudiants internationaux. Et ça a été franchement, j'étais très heureux de voir un financement pour nous assez important, à peu près 300 quelques mille dollars, qui nous permet de former tous ces étudiants-là qui veulent dans l'anglais. Donc, voilà un exemple de deux résultats particuliers de cette relation proche-là.
Merci beaucoup, Pierre. Francis, est-ce que vous avez des exemples aussi à partager avec nous? Absolument. Nous avons, depuis que nous travaillons avec notre gouvernement et ce travail se poursuit, comme mon collègue Daniel le disait, toutes les demandes adressées à Patrimoine canadien, notamment en infrastructure et pour différents fonds, doivent être approuvées, validées par notre ministère des tutelles. Donc, la relation à ce niveau-là est quand même très, très, très bonne et l'appui de façon générale, c'est que nous faisons. Nous avons pu avoir un financement pour rénover un de nos bâtiments dont le vieillissement est très avancé au campus principal à Gravelbourg, grâce justement à l'appui de notre gouvernement. Je disais un peu plus tôt que la province a annoncé, a mis sur pied une stratégie relative à l'éducation internationale, mais ça intègre une composante importante de l'éducation postsecondaire en français, dont le Collège Mathieu est cité dans ce programme, dans ce projet-là, dans cette stratégie-là, au moins à 3-4 reprises. Donc, c'est des choses qu'on ne vivait pas il y a quelques années en arrière. Les relations se sont nettement améliorées. Il y a eu mis sur pied d'une alliance pour le développement de l'éducation postsecondaire en français au sein du ministère de l'enseignement supérieur, justement pour permettre à ce que le ministère comprenne mieux le dossier francophone ou le dossier d'éducation postsecondaire en français. Je crois que c'est des choses qui font avancer, bien évidemment, les projets d'amendement de la charte du Collège Mathieu. Il fallait d'abord que le ministère de l'enseignement supérieur approuve notamment le projet avant que nous puissions le soumettre au palais législatif. Donc, avec le travail des fonctionnaires et la sensibilisation au niveau politique, et des différents parlementaires, on a pu franchir cette étape quand même importante qui a fait traîner ces dossiers-là pendant au moins 5 ans, qu'on essayait de faire amender notre charte, mais finalement, le ministère a pu approuver les différents amendements proposés pour qu'on puisse au moins franchir l'étape de la première lecture. Parfait. Merci beaucoup, Francis. Et Daniel, je vous laisse le mot de la fin pour ce troisième bloc-là. Vous avez déjà fait allusion à certains exemples, notamment la prestation de services, le guichet unique, mais avez-vous d'autres exemples qui se sont concrétisés par le biais de cette relation étroite avec le gouvernement provincial? Oui, absolument. Et une grande bonne nouvelle, évidemment, c'est le financement d'un nouveau campus au centre-ville de Toronto, aux distilleries. Donc, ça, c'est une belle annonce pour le Collège boréal. Et je pense que le deuxième élément, c'est absolument critique, c'est le travail par des francophiles. Et on parle de députée Kuzendova de la région de Mississauga. Et elle et la ministre Mulroney qui ont vraiment poussé le dossier pour les maisons de longue durée, les soins de longue durée, avoir une désignation de 5% de lits francophones. Et ça, c'est absolument critique, là, parce que ça l'encourage. La formation postsecondaire en français, l'importance du bilinguisme, lorsque tu as des lits désignés en français à travers la province. Et pour nous, ça, c'est un grand gain au niveau provincial. L'autre élément aussi, c'est absolument critique, c'est de plus en plus de députés et du ministre viennent chez nous au Collège boréal, prendre des cours de français langue seconde. Et ça, c'est quand on veut vendre notre salaire et on parle de buy-in, c'est tellement critique que les autres reconnaissent l'importance de français langue seconde et l'importance du bilinguisme. Donc, juste quelques exemples. Parfait. Je vous remercie beaucoup tous les trois pour ce portrait global de vos relations avec vos gouvernements provinciaux respectifs. Tout ça nous amène à notre grand témoin, Frédéric Boily. La tâche n'était pas mince. C'était peut-être casse-cou, mais j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que vous retirez de toutes les interventions qu'on vient d'entendre aujourd'hui, que ce soit des relations avec l'appareil fédéral, provincial, autant au niveau des élus locaux qu'au niveau des appareils politiques et administratifs. Donc, il y a sûrement quelques leçons qu'on peut tirer de ça. Donc, je vous laisse la parole. Oui, merci Martin, merci à tous les participants. C'était vraiment intéressant de vous entendre, de votre propre point de vue et de présenter vos observations sur votre travail finalement au quotidien. Il y a 3 éléments qui ont attiré mon attention et je pourrais les décrire, disons, sous forme de questions. La première question, et elle est relative davantage au premier atelier, c'est la question, est-ce qu'il faut avoir des relations
formel ou informel? Et je pense que ça, c'est une question aussi qui se pose pour l'ensemble des panélistes, l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire jusqu'à quel point les relations doivent être formalisées. Ce qui m'a particulièrement frappé lors des 2 premiers panels, je dirais, mais peut-être encore plus le deuxième, le nombre de noms propres prononcés, ce qui indique d'une certaine façon que ces relations-là sont souvent des relations interpersonnelles. On parle souvent du fédéralisme, les relations intergouvernementales, non gouvernementales, mais il y a tout cet aspect-là de l'informel et de relations interpersonnelles qui sont particulièrement importantes. Et donc, la conclusion qu'on peut en tirer, ou en tout cas une des conclusions qui peut être tirée de tout ça, c'est que ça devient donc un élément crucial. Et un élément crucial qui est difficile à formaliser et qui en même temps est important pour assurer justement d'abord une continuité à travers le temps. C'est revenu à un certain moment, je crois que c'était Daniel Giroux qui mentionnait ça, les fonctionnaires qui sont là depuis 30 ou 35 ans et qui aident justement à faire un passage ou à piloter certains dossiers auprès du ministre. Et par conséquent, ben, ça veut dire, d'une certaine façon, choisir les bonnes personnes pour être capable justement d'établir ces bonnes relations-là interpersonnelles. Et là, évidemment, on est dans l'informel. Donc, je reviens à ma question. Est-ce qu'il faut vraiment formaliser, jusqu'à quel point on peut formaliser cet aspect-là? C'est une question qui se pose et je n'ai pas la réponse. Et on l'a vu lors du premier bloc. Il peut y avoir une réflexion à faire sur cet aspect-là sans qu'on ait nécessairement une réponse tout à fait assurée. La deuxième question qui me semble être importante de poser, et c'est Daniel Giroux qui l'a posée d'une certaine façon, c'est revenu dans son discours à quelques reprises, et c'est comment vendre notre salade. Donc, sous cette question-là, en fait, c'est comment faire avancer les projets, comment d'abord montrer l'importance des projets. Et là, ça revient à ce que Marc Serré a dit, le langage économique, le langage de l'emploi, le langage de la relance économique. C'est vrai que ça peut être un élément qui est attirant auprès du politique, auprès des décideurs politiques. Les gouvernements peuvent être sensibilisés davantage à l'importance de l'éducation en français, dans les 2 langues officielles, dans des provinces comme dans l'Ouest, pour autant qu'on soit en mesure de vendre cet argument ou de faire avancer cet argument économique, comme quoi avoir du personnel bilingue, c'est important parce que c'est bon pour la création d'emplois. Mais encore là, ça va prendre aussi un travail de terrain important auprès des décideurs, auprès des fonctionnaires. Et on revient finalement à la première question du formel ou de l'informel. Une interrogation, cependant, par rapport, ou une observation par rapport à cette question-là du langage de l'économie, du langage de la relance économique. Évidemment, ça se traduit de manière différente d'une province à l'autre. On l'a vu dans le cas du Nouveau-Brunswick, on semble avoir une sensibilité beaucoup plus grande pour ça, et même dans le cas de la Saskatchewan, qui pourtant est une province aussi conservatrice, et donc on pourrait penser que les enjeux francophones sont moins pris en compte, mais du témoignage qu'on a eu, ce n'est pas nécessairement le cas. Par contre, en Alberta, on le sait, le milieu postsecondaire, l'ensemble du milieu postsecondaire est dans une transition importante, donc des restructurations à l'Université de l'Alberta qui, évidemment, touchent le campus Saint-Jean, mais pas simplement le campus Saint-Jean. Toutes les composantes de l'université sont dans une période, comme je l'ai mentionné, de transition profonde où on s'en va vers un nouveau modèle de gestion. Et donc, pour chacune des provinces, des particularités différentes et des contextes qui amènent donc justement sur cette question-là des relations interpersonnelles, de l'importance de l'informel, de le développer.
moi, ça fait plus d'une quinzaine d'années maintenant que je suis en Alberta et je sais que du côté des responsables des associations, du côté également du campus Saint-Jean, il y a toujours eu cette difficulté-là à établir ces relations qui permettraient justement de faire avancer certains dossiers. C'est pas qu'il n'y a rien qui est fait, puis c'est pas qu'il y a pas d'efforts qui sont faits, mais effectivement, c'est plus difficile d'y arriver dans certaines provinces que dans d'autres. Ça, je pense que c'est une réalité qu'il faut prendre en considération. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le langage économique peut servir ou le langage de justification via l'économie, via la relance économique, via l'importance d'avoir du personnel bilingue peut fonctionner dans toutes les provinces. Ça amène aussi à poser, et ça c'est M. Zundel, Pierre Zundel qui l'a mentionné, c'est-à-dire la question de l'indépendance des institutions dans ce cas-ci. C'est-à-dire que plus on s'arrime sur les priorités du gouvernement, peut-être qu'on peut risquer de perdre un peu d'indépendance. Et c'est souvent une question, notamment pour une place comme le campus Saint-Jean, où on veut aussi offrir une éducation qui ne soit pas simplement arrimée à l'économie et qui soit de manière plus large, axée aussi sur l'importance de la culture francophone au sens large. Donc, vous voyez, ça peut poser des défis particuliers. Et enfin, le dernier élément qui vient, dernière question et qui vient couvrir les deux aspects que je viens de mentionner, c'est-à-dire le travail de terrain. Ça a été beaucoup mentionné, le travail de terrain, l'importance de ce travail de terrain. Donc, un travail qui est, et je reviens à ma première question finalement, c'est-à-dire informel ou formel, un travail de terrain important qui doit se faire auprès des fonctionnaires et qui doit se faire aussi auprès des ministères duquel doivent répondre les institutions qui sont dans des milieux minoritaires. Ça a été mentionné notamment dans le cas de la Saskatchewan. Il faut toujours avoir cet appui-là du gouvernement pour faire avancer les projets. Et on sait que c'est plus difficile dans d'autres provinces que d'autres. Mais ça veut donc dire que le travail de terrain, le travail dans l'ombre, d'une certaine façon, lui doit toujours se continuer. Doit toujours se continuer, notamment aussi pour établir une continuité à travers le temps, parce que ça, c'est un élément particulièrement important qui a été soulevé par la plupart des intervenants, finalement, d'avoir cette continuité-là à travers le temps et de trouver les acteurs, de convaincre les acteurs politiques qui peuvent agir comme alliés pour la francophonie et donc de les identifier et après les avoir identifiés, de continuer le travail auprès d'eux pour que ce travail-là perdure à travers le temps et possiblement également perdure même lorsqu'il y a changement de gouvernement. Donc, je pense que il y a ces trois dimensions-là, ces trois questions qui amènent ces trois dimensions que j'ai mentionnées, qui doivent attirer tout particulièrement l'attention et qui doivent être au cœur, je crois, des réflexions qui sont celles du milieu postsecondaire francophone pour arriver à établir des liens avec les gouvernements provinciaux qui sont incontournables, tout en sachant que le gouvernement fédéral, et ça a été très bien mentionné dans la première présentation, lorsque on a vu toute la panoplie, toute la palette d'interventions qui était possible pour le gouvernement fédéral, mais une palette d'interventions qui doit aussi passer en partenariat avec les gouvernements provinciaux et par conséquent, ça crée une sorte de tissu assez complexe de relations qui doivent exister entre les divers paliers de gouvernement, entre les organismes, et qui doivent surtout être entretenus à travers le temps. Moi, je pense que ça, c'est un défi particulier, l'entretien à travers le temps de ces relations-là, pour établir une continuité dans la poursuite des projets et dans l'atteinte des projets. Je termine avec ça.
Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Ce sont 3 excellentes questions qui certainement reviendront dans nos travaux futurs sur ce thème. Alors, je vous remercie. Tous ceux qui ont participé à cette table ronde aujourd'hui, vous étiez nombreux. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. C'était fort utile pour clore d'une certaine façon cette série d'ateliers thématiques.